Delphine Jubilard. Tout le monde a entendu un jour le nom de cette infirmière de 33 ans qui a disparu à Cagnac-les-Mines dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. 2 ans plus tard, ou presque, le corps de Delphine n'a jamais été retrouvé. Mais entre-temps, ce fait divers est devenu presque un drame national. C'est une affaire qui est particulière à bien des égards. Il n'y a pas de corps, pas de scène de crime, pas d'aveu, mais il y a un suspect. Cédric Jubilard, c'est le mari de Delphine. Il a vite été soupçonné à cause voilà, de ses comportements étranges après la disparition, à cause de ses contradictions aussi devant les enquêteurs. Il a été mis en examen pour assassinat, il a été écroué. Pour en parler, Valentine Arama, vous êtes journaliste au Point et vous publiez un livre consacré à cette affaire, Delphine Jubilard, une disparition. C'est aux éditions du Rocher. Vous avez suivi cette affaire depuis ses débuts. Et dans ce livre, vous explorez toute l'enquête, vous disséquez ces zones d'ombre, vous revenez sur les fragilités de l'enquête, vous revenez sur les fausses pistes qui ont été abordées. Ce que je voulais peut-être vous demander au départ, c'est qu'est-ce qui vous a intrigué, vous, dans cette affaire, au point de lui dédier un livre entier? Alors, cette affaire, c'est vrai qu'elle a un caractère spécial parce que vous l'avez rappelé, on n'a pas de corps, pas de scène de crime, pas d'aveu. Et en fait, cette disparition, elle intervient à un moment assez particulier. Elle intervient quelques jours de Noël, qui est une période qui est chère au cœur des Français. Donc elle va tout de suite elle va tout de suite intriguer cette disparition, parce que Delphine Jubilard, c'est une mère de famille, elle est infirmière, elle n'a pas de raison de disparaître comme ça, de se volatiliser en pleine nuit, encore une fois à quelques jours de Noël. On a très peu d'indices au départ, donc c'est une disparition qui est très inquiétante. Et c'est en ça que je me suis saisie de cette affaire, que j'ai commencé à la suivre pour Le Point. C'est qu'elle elle interpellait tout de suite. Il y avait un caractère pas inédit, mais en tout cas assez exceptionnel. Delphine Jubilard, c'est donc le nom que vous donnez à votre livre, c'est le nom de la disparue. Vous avez enquêté sur elle, vous avez quelque part fait son portrait à travers ce livre, vous avez rencontré ses proches, vous avez rencontré sa famille, ses amis. Du coup, vous êtes bien placé pour nous raconter un peu qui elle est, qui est-elle, Delphine Jubilard? Delphine Jubilard, c'est une femme qui est mère de 2 enfants, qui à l'époque de sa disparition ont 6 ans et 18 mois, donc des enfants en bas âge. C'est une infirmière qui travaille de nuit dans une clinique, la clinique Claude Bernard à Albi. C'est une femme très simple, mais aimée de tous. Ses proches la décrivent comme quelqu'un de très joyeux, disent elle avait toujours la joie de vivre, elle était toujours partante pour tout, quelqu'un de très positif. Avant d'être cette femme accomplie, c'est une jeune fille qui a toujours été très studieuse, très sérieuse à l'école, qui a mené ses études à terme, et une mère de famille qui chérit ses enfants. Vraiment, beaucoup de ses proches m'ont dit qu'ils étaient la prunelle de ses yeux, elle faisait tout pour ses enfants, c'était au cœur de son quotidien. Elle aimait beaucoup son travail également, beaucoup de copines, beaucoup d'amis qu'elle a gardées comme ça au fil de sa vie, au gré des différentes étapes de la vie, que ce soit à l'école, les études, et puis après à Cagnac, où elle a rencontré beaucoup de mamans de l'école. Enfin voilà, une femme qu'on décrit vraiment comme ayant une grande joie de vivre et qui est passionnée par son travail et qui aime ses enfants plus que tout. Ouais. Delphine Jubilard, bon, évidemment, vous n'avez pas pu la rencontrer, vous avez dû faire ce portrait à travers ses proches, et vous racontez dans votre livre que c'est compliqué d'enquêter sur quelqu'un d'inconnu, surtout que vous ne savez pas au départ si vous devez, en parlant d'elle, écrire au passé ou écrire au présent. Oui, c'est ce qu'on disait au début, c'est la particularité de cette affaire. Delphine Jubilard, elle s'est volatilisée. Donc effectivement, l'enquête au fil des mois, nous faire... en tout cas, les enquêteurs vont émettre l'hypothèse que Delphine Jubilard est décédée parce qu'ils estiment qu'elle n'a pas pu, d'une part, quitter son domicile de manière volontaire, parce qu'elle part de nuit, qu'il y a plein de raisons à cela, qu'elle part de chez elle sans ses papiers d'identité, sans sa carte bleue, sans son sac à main, sans affaires en particulier. Donc c'est vrai que c'est assez particulier, je dis dans le livre que c'est assez vertigineux de parler d'une inconnue parce qu'on rentre un peu par effraction dans sa vie, on va parler d'elle avec ses proches et on va aussi remuer chez ses proches des choses assez douloureuses parce que ses proches sont incapables pour l'heure de faire le deuil de cette femme en l'absence de corps et en même temps ils sont aussi conscients que 2 ans après, ou 1 an après, quelques mois après, quand j'ai commencé à écrire le livre, qu'il était très peu probable qu'elle revienne.
Donc l'autre grand nom de cette histoire, évidemment, c'est Cédric Jubilard, son mari. Alors lui, il est artisan plaquiste. Ce n'est qu'un suspect. À cette heure, il est mis en examen, il est présumé innocent. C'est un homme que beaucoup ont décrit comme, voilà, comme antipathique, presque le profil du parfait coupable. Et pourtant, il n'y a pas de preuves matérielles à proprement parler contre lui. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les enquêteurs, pour beaucoup, pensent que c'est lui qui a tué Delphine? Alors, il faut déjà savoir que dans une enquête criminelle, comme c'est le cas ici, l'entourage proche et donc le mari ou la femme, l'époux, l'épouse, sont toujours les premiers à être suspectés. On va évidemment Bien sûr. revenir sur le contexte familial, les éventuelles disputes, interroger beaucoup de témoins pour savoir connaître l'environnement du couple, en l'occurrence l'environnement de Cédric et Delphine Jubilard. Il n'y a pas, comme vous le disiez, de preuves formelles, d'éléments matériels, comme on le rappelait, de corps par exemple, ou de scènes de crime qui permettraient Ou d'élucider, d'armes du crime. ou d'armes, Ouais. évidemment. Mais il y a un contexte. Il y a un contexte qui fait qu'aujourd'hui, il y a un faisceau d'indices. Alors, il y a un contexte et il y a aussi des éléments, quelques éléments matériels qui, mis bout à bout, font dire aux enquêteurs que Cédric Jubilard est le plus à même d'avoir commis les faits. Vous nous parlez un peu justement de ce faisceau d'indices Mais alors, qui donc, semble incriminer Jubilard. bien sûr, parce que vous l'avez rappelé, c'est très important, Cédric Jubilard est incarcéré aujourd'hui en détention provisoire, mais il reste présumé innocent Bien sûr. pour l'heure. Il y a donc, comme je le disais, donc le contexte qui était, on est sur un couple qui est au bord de l'implosion. Delphine Jubilard a demandé le divorce quelques mois avant cette disparition. Elle est déterminée à quitter son mari, dont elle ne supporte plus les frasques. On y reviendra peut-être, mais Cédric Jubilard est un personnage assez haut en couleur, assez solitaire, mais qui peut être assez violent verbalement. Elle ne supporte plus qu'il n'ait pas de travail fixe parce qu'il il a soit des périodes de chômage, soit il est intérimaire, donc il n'a pas de revenus fixes qui pèsent beaucoup sur le moral et évidemment les finances du couple. Ils vivent dans une maison que le public a pu découvrir parce qu'on a vu beaucoup cette maison dans Une les maison en médias. chantier, une maison Maison pas en terminée. chantier qui est vraiment loin d'être terminée, où règne un certain chaos, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Alors qu'ils Donc, élèvent à l'intérieur, ont 2 enfants, ils ont leur vie de couple. exactement. Et c'est très désagréable ça pour Delphine. Elle ne le supporte plus. Elle le dit à un moment qu'elle lui envoie un message en lui disant j'en peux plus de cette vie qu'il lui offre et qui voilà, elle se démène au travail. Elle travaille de nuit, ce qui est très dur. On est en pleine période de Covid. Elle est infirmière, donc en plus en gériatrie. Enfin, c'est vraiment une période compliquée pour elle et voilà, elle ne supporte plus se marier. Donc il y a un contexte de séparation que Cédric Jubilard va dépeindre auprès des enquêteurs comme très serein. Et en réalité, beaucoup de témoins vont faire savoir le contraire, qu'en fait, lui n'avait pas du tout accepté le divorce comme il le prétend, qu'ils étaient encore les deux très amoureux. Ce n'est pas le cas. On apprendra par la suite que Delphine Jubilard avait un amant et qu'elle comptait partir. Donc ça, c'est pour le contexte, l'environnement familial. Et après, il y a des éléments plus de techniques, entre guillemets, qui vont intervenir au fil de l'enquête, au gré de l'enquête. Parmi eux, on apprend par exemple qu'une voisine a entendu des cris le soir de la disparition, à un certain horaire qui peut correspondre à un moment où Delphine Jubilard est encore debout, mais où son fils est couché. Oui, c'est un horaire d'ailleurs qui a été très contesté au cours de l'enquête, notamment par la défense de Cédric Jubilard. Tout à fait. En attendant, pour l'instant, voilà, là, c'est deux thèses qui s'opposent sur des horaires, mais cette voisine, elle maintient et soutient qu'elle a entendu des cris à un horaire auquel le fils du couple qui a 6 ans est censé s'être couché, mais lui-même va être interrogé et dira qu'il a entendu et vu certaines choses. C'est ce que je raconte dans l'ouvrage. Et puis, on va retrouver par exemple au domicile du couple une paire de lunettes qui est cassée. Or, on sait que Delphine Jubilard portait ses lunettes le jour de sa disparition. Donc, on apprend comme ça qu'il y a des choses qui peuvent laisser entendre qu'il y a eu une dispute et peut-être même une empoignade. En tout cas, c'est ce que pourrait décrire le fils. Peut-être même des coups, étant donné que effectivement, la monture et les lunettes de Delphine est retrouvée cassée. Tout à fait. En tout cas, la théorie des enquêteurs à ce stade, c'est que s'il n'y a pas parce que évidemment la maison a été passée au peigne fin, on a passé un Blue Star qui est un composant chimique qui permet de révéler des traces de sang. Il n'y a pas de sang qui a été retrouvé. Ça, ça montre rien. Le Blue Star n'a pas montré de traces de sang dans le domicile de Jubilard. Donc du coup, les enquêteurs penchent plutôt pour la théorie peut-être d'un étouffement, d'une strangulation, en tout cas quelque chose qui n'aurait pas permis de découvrir des éléments techniques comme du sang ou une arme de crime, comme on le disait. Ouais.
Alors j'aimerais bien revenir peut-être sur le couple Cédric-Delphine. Bon, vous avez déjà raconté effectivement que ils traversaient une phase houleuse. Delphine donc avait fait part de son souhait de divorcer déjà dès le mois de septembre. Elle avait effectivement un amant depuis quelques mois. La question c'est de savoir est-ce que Cédric savait, oui ou non, qu'elle en avait un. Il avait au moins des suspicions et lui il dit l'avoir appris bien tardivement. Euh, ils faisaient chambre à part. Pourquoi est-ce qu'ils continuaient à habiter ensemble, Cédric et Delphine? Déjà pour des questions financières, Mhm. mais effectivement, ce couple, enfin Delphine était en tout cas sur le point de quitter le domicile et Mhm. justement, elle voulait refaire sa vie avec cet amant qu'elle avait rencontré sur un site de rencontre. Ils s'étaient vus tous les deux à plusieurs reprises. Et effectivement, elle est sur le point de partir. Elle est dans sa tête presque d'ailleurs déjà partie. Elle attend. Et, évidemment, il y a la question des enfants, des choses plus matérielles à régler. Mais elle elle est vraiment sur le départ. Au moment de sa disparition, on Ouais. est dans les jours où elle compte quitter son mari définitivement. Oui, et justement, ce 15 décembre, hein, c'est une date vraiment particulière pour Delphine. C'est un jour où tout commence un petit peu à basculer, notamment du côté de son amant. Oui, en fait, ce jour-là, elle est en congé, Delphine Jubilard, et elle va régler quelques détails administratifs et elle va se rendre auprès de sa banque pour clôturer, alors pas clôturer son compte, mais en tout cas en interdire les accès à son mari parce qu'elle est excédée, parce que souvent Cédric Jubilard ponctionne des sommes sur le compte de sa femme et sur le compte des Et de ses petits, enfants. Ouais. sur lesquels elle met, tous les mois, 10 ou 12 euros pour ses enfants. Donc là, elle se rend auprès de sa conseillère bancaire pour prendre un prochain rendez-vous en vue justement d'interdire les accès de ses comptes à son mari. Et elle échange le soir même des SMS avec son amant dans lesquels elle dit elle a hâte de partager sa vie. Et ils ont notamment ce moment assez particulier où son amant lui, lui annonce qu'il a acheté une caisse de vin pour célébrer leur nouvelle vie. Elle lui fait un virement pour la moitié et elle lui dit voilà, j'ai hâte que ton lit soit le mien, Mm. voilà, qu'on se retrouve. Donc on est vraiment C'est en train de se voilà, cristalliser. si Ça c'est va pas se le faire. lendemain ou que c'est pas dans les heures qui suivent, c'est le lendemain, le soir. Enfin, on est vraiment à un moment où elle va partir. Et c'est pour ça qu'on peut suspecter que voilà, cette soirée-là, ça a été une soirée très particulière pour le couple, qui a pu y avoir voilà, soit une dispute, soit une empoignade, soit plus que ça. Et peut-être un des témoins qui va permettre de commencer à établir ça, c'est leur fils, c'est Louis, témoin fondamental, mais témoin délicat, parce qu'il a 6 ans. Euh, et les enquêteurs, vous le racontez très bien dans votre livre, vont tout de même parvenir, malgré son jeune âge, à obtenir de lui des informations précises sur ce qui a pu se passer ce soir-là. Déjà, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ils s'y prennent pour faire parler un enfant de 6 ans? Alors Louis, le petit Louis, il est auditionné par les enquêteurs selon le procédé Mélanie, qui est c'est classique pour les enfants mineurs dans son cas. C'est dans une salle dédiée où il y a des jouets, il peut faire un dessin. Les enquêteurs ne sont pas en tenue, ils sont en tenue civile, ils ne sont pas en uniforme pour ne pas impressionner les enfants. On va l'interroger une première fois, une deuxième fois, puis après il sera interrogé plus tard par les juges d'instruction. Mais effectivement, vous disiez que c'est un témoin fragile, en tout cas délicat, compte tenu de son jeune âge. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et la défense d'ailleurs argue cela aussi, dit qu'on ne peut pas se fier au témoignage d'un enfant de 6 ans, parce qu'un enfant de 6 ans ne compte pas en lundi, mardi, il compte en dodo, donc il ne peut pas se rendre compte. Quand on lui parle du 15 décembre, pour lui c'est complètement abstrait. Et pourtant, il y a un élément qui va intervenir comme ça à un moment et qui va laisser dire à l'accusation, ou en tout cas laisser penser que ce petit il se situe très bien dans le temps et dans l'espace d'ailleurs. C'est que quand il décrit l'empoignade qu'il y a eu entre ses parents, alors ça ce sera un peu plus tard, ce sera auprès des juges d'instruction. Il dit d'abord auprès des enquêteurs qu'il a entendu ses parents crier et sa mère dire « arrête-toi ». Puis plus tard au juge d'instruction, il dira avoir vu ses parents s'empoigner. Il le mimera d'ailleurs. Oui, avec un Ken et une Alors ça, Barbie, c'est auprès des enquêteurs. Ils Oui, c'est ont les chacun enquêteurs. une poupée, il leur met les bras comme ça pour montrer qu'ils s'empoignent. Bon, Oui. c'est un enfant, ça reste un enfant évidemment, donc il explique tout ça avec ses mots. Mais auprès des juges d'instruction, il va expliquer que quand ses parents se sont empoignés, c'était à côté du sapin de Noël. Or, on est effectivement proche des fêtes de fin d'année et de Noël. Et Delphine Jubilard a acheté un sapin
une semaine avant sa disparition, le samedi précédant sa disparition. Et ça, c'est prouvé par l'enquête puisque la dépense a été actée. Donc c'est un élément de temps qui est assez précis, que Louis rapporte, que cet enfant rapporte, et qui donc donne une certaine crédibilité à son témoignage. Oui, ça n'a pas pu se passer en septembre, en octobre, en novembre, parce qu'il y a ce sapin de Noël, et donc ça situe forcément dans le temps l'action, et donc une scène d'empoignade telle qu'il l'a décrit. Exactement. Il y a un autre élément dans l'enquête, effectivement, qui fait peser des suspicions sur Cédric Jubilard, c'est son attitude, ses comportements pour le moins surprenants dans les premières heures qui suivent la disparition de Delphine. Par exemple, il reçoit les gendarmes en pyjama panda, il met en route une machine à laver. C'est pas tout à fait le comportement qu'on attend de la part d'un mari inquiet de la disparition de sa femme. Tout à fait. Bon, alors effectivement, il y a ce que les gendarmes vont voir quand ils arrivent à leur domicile, vous le disiez, la manière dont il les reçoit. Quand ils arrivent, ils le voient par la fenêtre, c'est une maison de plein pied où il y a des baies vitrées, ils voient qu'il est en train de s'affairer près de la machine à laver. Il est près de 5 heures du matin, il est 4h50 du matin. C'est une maison qui n'est pas en très bon état, donc on peut se poser la question de savoir pourquoi il est en train de faire ça à cet horaire-là. On ne sait pas encore précisément à ce moment-là ce qu'il met dans la machine, mais en tout cas, c'est vrai que ça paraît un peu anormal. Puis il y a ce qu'il va aussi dire, par exemple, à sa mère dans les quelques heures qui suivent la disparition de sa femme, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'elle n'est plus là ? Il a des comportements comme ça qui interrogent un peu. Il va le soir même, le lendemain de la disparition, le 16 décembre, au lieu de retourner à son domicile dans l'attente, peut-être que sa femme revienne, alors qu'on est encore dans le cadre d'une disparition inquiétante et pas d'une enquête criminelle, il prend des affaires et il va dormir chez ses parents à Carmaux, à quelques kilomètres de là, quelques kilomètres de son domicile qui se situe à Cagnac-les-Mines. Donc on peut se poser la question pourquoi il ne reste pas dans l'attente d'un éventuel retour. Il y a plein de petites choses comme ça, vraiment sur le moment, qui vont déjà interpeller, et puis qui par la suite vont poser question sur son comportement. On va découvrir aussi des données techniques, notamment sur son portable, qui n'a pas tout à fait le comportement d'un mari inquiet. Ouais. Il finira par être incarcéré, Cédric Jubilard, mis en examen pour un meurtre. Durant son incarcération, il a un codétenu, enfin un voisin de cellule, qui semble petit à petit développer un lien privilégié avec lui. Et lui, il va faire quelques révélations aux enquêteurs. En effet, Cédric Jubilard, il est détenu à la prison de Seyss, à côté de Toulouse. Il est à l'isolement. Et il a un détenu dans la cellule juste à côté de la sienne qui est également à l'isolement, qu'on appellera Marco, voilà, surnom qui lui a été donné par beaucoup de médias. Ce Marco, effectivement, un beau matin, demande à être entendu par les enquêteurs et indique qu'il a reçu des confidences de la part de Cédric Jubilard, qui lui aurait dit qu'il avait tué sa femme et qu'il l'avait cachée à côté de la ferme qui a brûlé. Donc effectivement, les enquêteurs se saisissent de cette information, d'autant plus qu'il y a effectivement un endroit près du domicile des Jubilard qui est une ferme et qui a brûlé, donc évidemment que ça les interpelle. Ça va d'ailleurs mener à une énorme campagne de fouilles dans les mois qui vont suivre. Mais ce témoignage est intéressant parce que au-delà du profil de Marco, qui est effectivement un criminel puisqu'il est en détention à l'isolement, il y a un autre détenu qui est dans une autre cellule à côté qui corrobore, qui dit avoir entendu également certains de ces mots. Donc déjà, ça recoupe, entre guillemets, le témoignage. Et la défense a beaucoup dit qu'on ne pouvait pas croire cet homme-là qui était Ce repris de justice, exactement. Ouais. Mais le procureur de la République de Toulouse lui-même a fait savoir que ce Marco n'avait bénéficié d'aucune remise de peine, ni de traitement de faveur après ces révélations. C'était pas un échange de bons procédés. Non. En tout cas, le procureur de la République l'a martelé à plusieurs reprises. Et donc, il y a eu ces confidences de la part de Cédric Jubilard. Des fouilles ont été menées, elles n'ont rien donné. Et plus tard, Cédric Jubilard, en écrivant à sa nouvelle compagne, dira que c'était une forme d'humour, c'est ce que vont défendre ses avocats aussi. Alors est-ce que maintenant se pose la question de savoir s'il a fait ça pour tuer le temps en détention? Est-ce que c'est un cynisme total? Est-ce que aussi c'est un moyen d'écarter les enquêteurs de la vérité, de les éloigner en tout cas de la vérité? Ça, lui seul le sait. Oui, parce qu'en plus, ce fameux co-détenu, Marco,
enfin c'est comme ça qu'ils l'appellent en tout cas, ils vont l'utiliser comme une sorte d'appât une fois après sa sortie pour s'approcher justement de la nouvelle compagne de Cédric Jubilard, pour qu'elle lui indique, ou en tout cas, enfin oui, voilà, lui indique où est le corps, où est enterré le corps. Et il y a toute une nouvelle séquence de l'enquête qui s'ouvre à ce moment-là. Tout à fait, parce que en fait, là où cette question de la ferme qui a brûlé interpelle les enquêteurs, c'est aussi dans la mesure où Cédric Jubilard avait déjà fait des révélations en ce sens-là à sa compagne. Donc ça fait 2 personnes différentes à qui il parle de cette ferme qui a brûlé, de ce corps qui aurait pu être caché dans les, à côté, dans les environs de cette ferme. Donc effectivement, les enquêteurs volontairement vont laisser enfin, donc la compagne de Cédric Jubilard et Marco échanger, même se rencontrer. Ils vont se rencontrer à plusieurs reprises. Elle sera d'ailleurs enfin, placée en garde à vue dans la foulée de ces rencontres pour Recel de cadavre. Ouais. Elle sera finalement libérée à l'issue de sa garde à vue, aucune charge retenue contre elle. Est-ce qu'on peut s'attendre à un procès Jubilard prochainement? Est-ce que la justice plutôt a de quoi renvoyer Cédric Jubilard devant une cour d'assises? Alors l'accusation, enfin en tout cas les juges d'instruction ont fait un énorme travail d'enquête, mené beaucoup d'actes. Il y en a qui ont été demandés par la défense, d'autres par la partie civile, et évidemment il y a énormément d'expertise. Il y a quand même, quand je disais qu'il y a un faisceau d'indices graves et concordants, c'est la raison pour laquelle Cédric Jubilard est aujourd'hui en détention. Et oui, il y a des incohérences, il y a notamment au niveau de la téléphonie, des choses qui... Le téléphone, c'est assez intéressant dans les enquêtes judiciaires, parce que c'est comme le mouchard du XXIe siècle, ils savent tout de nos habitudes, de tout ce qu'on fait. Donc, des pas où on est, avec qui on échange. Et donc là, c'est intéressant en ce sens parce que les téléphones, et celui de Delphine et celui de Cédric Jubilard, vont faire des révélations, enfin vont livrer en tout cas quelques secrets. Il y a effectivement ces lunettes, il y a beaucoup de témoignages de témoins, la voisine, le témoignage du fils, voilà, beaucoup d'éléments qui mis bout à bout. Et donc, effectivement, là, la dernière étape qui va arriver bientôt, qui est généralement considérée comme la dernière étape d'une enquête, d'une instruction, c'est la reconstitution. Ouais. Elle va avoir lieu le 13 décembre prochain, donc 3 jours avant les 2 ans de la disparition de Delphine. Généralement, cette étape marque la fin d'une instruction. On peut s'attendre derrière à quelques autres actes d'enquête soient menés, mais généralement, c'est la fin d'une instruction, et on peut estimer, ou en tout cas imaginer, qu'après cela, les 2 juges d'instruction qui sont 2 femmes rendront soit un non-lieu, ce serait difficile à croire en l'état de leur investigation aujourd'hui, soit une ordonnance de mise en accusation qui renverrait Cédric Jubilard devant la cour d'assises. Et donc, il pourrait se tenir un procès peut-être dès fin 2023, début 2024. Ouais. Écoutez, merci beaucoup, Valentine, d'avoir accepté notre invitation, d'être venue parler de votre livre. Donc, je le remontre à la caméra. Delphine Jubilard, une disparition. C'est aux éditions du Rocher. Merci beaucoup, Merci à vous.